Ça prend toute une communauté pour sortir une personne de la rue. Et ça demande aussi une confiance et un respect. On n'est pas là face à une crise. On est face à un phénomène structurel qui ne passera pas. Globalement, on a beaucoup de ressources en place, on dépense beaucoup sur nos personnes itinérantes, mais pourtant, le problème s'aggrave. Alors, est-ce qu'il serait temps de commencer à penser autrement? Par où doit-on commencer? Bien, être à la rue. Tu commences par lui donner une place et ça, c'est un droit. D'être à la rue, c'est pas une maladie, c'est un besoin. Et dans notre société, c'est un droit d'avoir une place où vivre. Dans les centres de refuge, on est considéré comme des dossiers, comme des cas. Alors que le projet Chez Soi arrive et me dit « Tu n'es pas un numéro. Tu es une personne. » Ouais. Et c'est ça que j'avais perdu. Le fait d'avoir un logement, ça te permet, il y en a beaucoup qui nous disent c'est la base. Après ça, tu peux passer à autre chose, tu peux penser à d'autres choses. Écoute, un toit, ben, ouais, tu peux te stabiliser au niveau de ta santé mentale, tu peux te stabiliser au niveau de plein de choses dans ta vie, là. Quand on est son domicile, on peut aussi se perdre là-dedans, sa propre identité. On ne sait plus vraiment qui on est, on n'a pas le temps de se retrouver, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de tranquillité, on est toujours dans le flou quotidien. On peut penser que parfois les gens qui vont se mettre en dessous des pans, dans les abribus, c'est pour créer un petit environnement, donc une certaine intimité à soi. Quand on prend du temps pour écouter leurs demandes, soit demandes exprimées, soit demandes implicites, avoir un toit, c'est la première. Les approches qu'on connaît bien, qu'on a bien apprivoisées, c'est souvent des approches par palier, par étape. Par exemple, on va lui demander d'être sobre, de suivre un traitement, d'avoir ses papiers, d'avoir un revenu. On les préparait à éventuellement accéder à un toit autonome. À la fin, toute fin, un logement autonome. Dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que la majorité des personnes itinérantes ne parviennent pas à franchir toutes ces étapes-là. L'idée donc, du projet Chez Soi, c'est d'avoir un autre type d'intervention, donc on trouve rapidement un logement pour les personnes. Et surtout, on les accompagne dans la vie quotidienne avec des équipes de suivi. Si on veut l'expliquer d'une façon très simple, c'est donner accès immédiatement à un logement avec des services de soutien à des personnes qui sont en situation d'itinérance chronique ou épisodique avec très, très peu de conditions. On a plané tous les obstacles administratifs ou cliniques pour pouvoir permettre à la personne de vivre dans la communauté, d'avoir accès à un logement qui autrement elle n'aurait pas la capacité d'aller chercher elle-même. L'idée, c'est de radicalement repenser la manière d'intervenir, et où les personnes sont vues comme étant au cœur de leur propre vie, ont leur propre logement, prennent leurs propres décisions. Donc on prend les gens là où ils sont, et puis on les entoure donc, avec des équipes de suivi, d'accompagnement. On va privilégier le choix de la personne. Quand la personne fait un choix, on a plus de chances de pouvoir l'intéresser à maintenir un logement. C'est plus un corps médical ou des intervenants, ou peu importe, qui décident que voici les critères,
faut dire que la personne a une vie satisfaisante. C'est plutôt ces critères à elle. Souvent, on arrive à la même place, mais on prend des chemins différents. Et ce qu'on gagne, c'est qu'on allume de l'espoir. Et quand on réussit à allumer cette flamme-là de l'espoir, mais toutes les possibilités sont ouvertes. Quand on décide de travailler avec un modèle Housing First, il y a des techniques d'intervention que les intervenants doivent adopter. Il faut trouver des logements qui sont dispersés pour éviter une trop grande concentration de personnes qui ont le même profil. On donne le choix à la personne de quel est le type d'appartement dans lequel elle voudrait habiter. On essaie de trouver un appartement dans le quartier qui les intéresse. Et c'est sûr que quand on fait ça, on commence déjà à traiter la personne comme un être humain, comme on aimerait soi-même être traité. J'avais peur aussi d'avoir l'étiquette de santé mentale. Je ne veux pas être ghettoisée non plus dans un HLM et autres. Là où je suis, c'est privé, alors on a du monde sourd, de monde mélangé. Alors là, ça ne paraît pas. Je sors, je rentre, personne ne connaît ma vie, puis j'ai mon orgueil aussi. La séparation entre le logement et les services est capitale parce que si la personne perd son logement, elle ne met pas en jeu les services cliniques. Et si la personne décide de ne plus avoir de services cliniques, elle ne met pas en jeu son logement. Il serait difficile qu'une équipe clinique gère à la fois l'ensemble du parc résidentiel. L'équipe clinique s'assure que les services qui sont offerts vont au rythme du client. Mais l'équipe logement, elle, s'assure que les clients qui occupent les logements des propriétaires le font à l'intérieur d'un certain nombre de règles minimales. The housing team is really there to kind of smooth things over with the landlord, is the correspondence between the participant and the landlord oftentimes. And then we're there in place for the participants' interests. Dans la réduction des méfaits, on s'assure que la consommation, même si elle continue, se fait alors qu'il y a le moins de méfaits possible. C'est qu'on veut aussi s'assurer qu'on engage dans un rapport de traitement une clientèle qui, comme pour le Housing First, peut-être nous échappait auparavant. Si on place une exigence très élevée d'arrêt de consommation, on l'a longtemps fait, il y a beaucoup de clients qui ne viendront pas et qui vont perdre leur adhésion au traitement. C'est de prendre la personne comme elle est. De ne pas vouloir l'amener nulle part autre que où elle a vu aller, puis d'être là avec elle là-dedans. Parce que pendant qu'ils sont là, bien, ils ne sont pas dans la rue, ils sont moins à risque de victimisation, ils sont moins à risque de judiciarisation, ils vont moins dans les hôpitaux, on réduit les méfaits de la société, on réduit leurs méfaits à eux, on réduit les méfaits de tout le monde dans la plupart des cas, évidemment. Au niveau canadien, l'objectif central était donc d'une part voir est-ce que c'est possible d'implanter ce programme dans un contexte culturel, institutionnel, différent évidemment de celui de New York. Et d'autre part, si c'est possible de l'implanter, de voir dans quelle mesure est-ce que c'est efficace en comparaison avec les services habituels qu'on retrouve dans les différentes villes, et aussi coût efficace. Dans quelle mesure est-ce que le coût de l'intervention est contrebalancé par des réductions dans les coûts d'autres ressources, telles que les refuges d'urgence, les hospitalisations psychiatriques, l'intervention policière, etc. Oui, avant, là, comme j'ai dit, c'est soit que j'étais chez mon médecin traitant 2-3 fois par semaine, c'est soit que j'étais dans une aile psychiatrique fermée à double tour, c'est soit que j'étais dans une maison de thérapie ou soit que j'étais dans une maison de crise. C'est là qu'était ma vie, jusqu'à l'itinérance totale. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité dans le contexte d'une étude comme celle-ci? Bon, la façon la plus claire, c'est de regarder la différence entre les groupes expérimentaux et témoins. Le groupe témoin, dans le contexte de cette étude, c'était des gens à qui on n'a offert aucune intervention différente de ce qui est offert normalement à Montréal.
Le recrutement a débuté en octobre 2009 et s'est poursuivi jusqu'à mai 2011. Donc, jusqu'à mars 2013, on a fait des suivis et on a déterminé si la personne était à besoin élevé ou modéré en fonction du score sur une échelle de fonctionnement. C'était une étude à répartition aléatoire, donc 469 personnes, dont 81 à besoins élevés ont été assignées à l'intervention, 82 au service habituel, 204 à besoins modérés ont reçu des services soit de l'organisme communautaire Diogène, soit du C3S Jeannemans, une équipe SIV, et les autres, les services habituels. Les taux de suivi ont été extrêmement élevés, ce qui fait qu'on a vraiment un portrait assez complet de ce qui est arrivé aux deux groupes. Ce qu'on a pu constater, c'est que l'approche Housing First, le modèle logement d'abord, est nettement plus efficace que les services habituels pour aider les personnes à accéder à un logement stable. Les 2/3 des participants étaient en logement stable toutes les nuits pendant les derniers 6 mois de l'étude, comparativement à environ 30% des personnes qui recevaient les services habituels. Au lieu d'utiliser toutes sortes de ressources qui répondent à des situations d'urgence de façon plus ou moins coordonnée, on peut mettre à leur disposition une équipe d'intervenants bien formés, un appartement décent, qui peut vraiment les aider à faire une utilisation beaucoup plus rationnelle des ressources du système de santé. Le coût moyen de l'intervention était de 22 482 $ par personne pour le groupe à besoins élevés et 14 000 $ pour le groupe à besoins modérés. Et au cours de la période de suivi de 2 ans, tous les 10 $ investis dans le logement d'abord ont généré des diminutions de coûts de 8,27 $ pour les participants à besoins élevés et 7,19 $ pour les participants à besoins modérés. Donc, nous avons pu constater que pour les participants à besoins élevés, environ 83% du coût de l'intervention sont récupérés sous forme de, surtout, réduction dans les hospitalisations psychiatriques, et dans une moindre mesure, réduction dans l'utilisation d'autres services. Et pour les participants à besoins modérés, environ 72% du coût est récupéré, cette fois-ci beaucoup sous forme de réduction dans l'utilisation de refuges et d'autres types de logements qui sont évidemment remplacés par l'appartement subventionné. En faisant certains ajustements, c'est une dépense qu'on peut se permettre. On peut aussi penser les résultats de ce projet en termes du bien-être des personnes. Alors globalement, on a identifié à peu près 24 variables: avoir contact de famille, avoir diminué sa consommation, s'être impliqué dans des nouvelles activités sociales, avoir le sentiment de pouvoir prendre ses propres décisions, d'être reconnu, etc. Donc 24 variables comme ça, puis on les a identifiées dans le récit des personnes, puis on a comparé les deux groupes. Et 84% des personnes de groupe expérimental, quand on combinait toutes ces variables-là, font un bilan positif donc, de leur vie depuis 18 mois. Si on regarde du côté des gens qui sont restés avec les services habituels, mais c'est le maintien ou les dégradations sur les 5 dimensions. À quelques exceptions près. Dans une courte période de temps, on a changé la donne, dans les faits, sur les dimensions matérielles, relationnelles, corporelle, soit on a maintenu ou amélioré, donc santé physique, santé mentale, décisionnelle, et d'être bien dans sa vie, vraiment une amélioration notable sur les 5 dimensions. En France, il y en a 5 villes actuellement d'un projet chez soi qui sont en train de s'installer, en partie inspiré de ce qui s'est passé à Montréal. C'est les mêmes constats. C'est les mêmes constats. Ce n'est pas tout à fait le même contexte, ce n'est pas tout à fait la même manière de faire, ce n'est pas tout à fait le même ministère qui porte ou les acteurs qui portent le projet. Ça, c'est varié d'une ville à l'autre. Mais l'impact sur les populations, c'est comparable. Donc, on a vraiment le sentiment qu'il y a une sorte de grande expérimentation qui se fait à travers plusieurs villes, en Europe, bon, ici aussi, et que les conclusions sont comparables. Pour certains types de problèmes lourds de santé mentale,
C'est clair que ça prenait des approches spécifiques qu'il fallait développer. Donc, je pense à 2 cas de personnes avec des problèmes de paranoïa, donc assez prononcés. Pour certaines femmes, quand nous, on a eu un suivi, il y avait un facteur commun, c'était l'abus dans les logements, des troubles de choc post-traumatique. Pour certaines personnes, il faut comme aller même au-delà de la flexibilité qui fait partie du modèle et trouver des façons d'aider les gens qui ont des besoins particuliers. The whole premise behind the Housing First approach is to think outside of the box and to do things differently because each person, each case is different. So there needs to be some accommodation, there needs to be some creativity. C'est sûr qu'on ne veut pas d'approche mur à mur et que ça ne va pas convenir à tout le monde, mais en même temps, il faut reconnaître que parce qu'on se colle tellement aux besoins particuliers de la personne, ce qu'on peut répondre de façon efficace à une grande variété de besoins. C'est souvent assez exigeant pour une équipe d'apprendre à fonctionner selon un modèle précis comme le modèle Housing First. Une échelle de fidélité a été développée et ce qu'on voit donc, c'est que plus ce score est élevé, plus les résultats sont favorables pour les clients. On est vraiment beaucoup plus assuré d'avoir des bons résultats si on s'astreint à respecter le modèle de façon intégrale autant que possible. C'est pas suffisant de juste engager un certain nombre d'intervenants, une coordonnatrice d'équipe, de leur donner une formation de quelques jours et puis de les laisser partir. C'est vraiment important de mettre les moyens en place pour qu'une équipe atteigne aussi rapidement que possible un haut niveau de fidélité au modèle Housing First. À tous les niveaux, les autres chercheurs, les intervenants, et même au niveau du gouvernement provincial, les gens maintenant voient que c'est une approche qui a sa place. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de place pour toutes sortes d'autres modèles et interventions. Puis on retrouve à travers les services existants des éléments qu'on retrouve dans le projet chez soi. Reconnaissance, écoute, accompagnement, aide à trouver un logement. Ce qui distingue chez soi, je dirais, c'est qu'on combine tout ça dans une approche. En fait. Mais ça veut dire qu'on peut utiliser les résultats du projet chez soi pour mettre en valeur ce qui existe déjà, et avec l'idée que ça peut être mieux soutenu. En même temps, en disant, eh oui, il y a une place pour une approche chez soi où on regroupe ce qui va bien dans une approche. On peut voir le modèle logement d'abord comme un outil parmi plusieurs qui font partie d'une stratégie globale pour mettre fin à l'itinérance dans une ville ou une communauté, une province, un pays. Ça règle pas tout le logement, mais ça donne un espace propice à aller vers autre chose aussi, à réfléchir, à passer à autre chose, à avoir des objectifs de vie, à se sentir redevenir un citoyen, reprendre des rôles sociaux. Je me suis sentie revivre et j'ai retrouvé mon identité. Il n'y a plus de limites. À un moment donné, je dois me retenir de réfléchir. Là, c'est comme un à la fois. Et c'est ça, c'est que le projet m'a donné le droit de rêver. C'est tout un cheminement de se rebâtir au point de vue moral, au point de vue de reprendre une dignité. C'est l'ouvrage, c'est du travail. Mais toute leur bienveillance, toute leur tolérance, leur patience ont fait en sorte que je deviens Bernard. Je deviens... On s'en va dans cette direction-là, dans une perspective d'inclusion sociale, de compassion et de droit des personnes à avoir une place dans le même monde que tout le monde. À partir de ça, on peut et on doit se donner des objectifs. Et pour ce qui concerne l'itinérance qu'on appelle chronique, moi je pense que cet objectif-là de l'éliminer est réaliste.